Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à Frédéric et à toute l'équipe du Château Lagarde de nous accueillir pour ce Smart Meet. Donc, les Smart Meet, c'est des réunions techniques que l'on fait de temps en temps, régulièrement, à Bordeaux et sur d'autres vignobles. Et aujourd'hui, je vais aborder la thématique Brettanomyces et l'aborder avec une vision différente et complémentaire. Donc, on remercie aussi en distance Alana, du laboratoire de Tchèque en Australie, qui interviendra. En distance, je pense que Sandrine, avec Antonio en kilomètres, André est professeur d'université à Dijon. Antonio est directeur du laboratoire Excel Iberica et Sarah, qui est notre responsable scientifique et microbiologie depuis des années. Donc c'est sur Brettanomyces. Voilà, sur Brettanomyces, moi j'avais encore envie de parler. C'est pas forcément prévu, mais je vais vous faire une petite présentation d'introduction parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait à peu près 22 ans que je travaille dessus. Donc c'est vraiment une ligne facile. Enfin, je crois que c'est plus souvent le nom de Brettanomyces par jour que tout le monde les enfants. Pas si c'est normal. Et ouais, c'est ça, totalement à Brettanomyces. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur Brettanomyces, en fait, un peu par hasard, parce que j'avais, dans mon cursus, moi, je suis pas neurologue, je suis devenu Brettanomycétologue, mais je suis pas neurologue, et j'avais étudié Brettanomyces au départ, parce que j'avais fait un DEA sur la biologie des levures. J'ai étudié la fluidité membranaire des levures productrices de bioéthanol dans les fermenteurs par des méthodes microscopiques. Et j'avais un peu bataillé pour avoir ce DEA. Et la première expérimentation, je me suis trouvé à regarder des levures et ça me ressemblait pas à des Saccharomycètes. Pas que des Saccharomycètes. Du coup, je n'osais pas demander à mon cadrant de DEA ce que c'était, parce que c'était nul. Et j'ai trouvé sur Internet les coordonnées de Naïm Nombo, qui était travaillé un petit peu sur le sujet. Qui a travaillé par la suite plus sur le sujet, mais je lui ai envoyé les photos. Il m'a dit non, c'est pas les Saccharomycètes, c'est des Brettanomyces. J'avais un début de l'histoire, qui m'a permis après, quelques mois après, de postuler à un poste chez Aline, travailler là-dessus. Donc, Brettanomyces, voilà, ça, je crois qu'on est un peu liés. Et je vais vous faire une petite introduction juste pour évoquer les sujets qui seront prêts à approfondir après, mais pour susciter un peu des questionnements que vous pourrez reprendre avec d'autres intervenants. Donc, j'aime bien utiliser ce petit montage que j'avais fait il y a longtemps pour présenter Brettanomyces, voilà, pour rappeler qui c'est. Alors, dans 99,9% des présentations sur Brettanomyces, des présentations un peu régaliennes sur le sujet, vous aurez cette histoire sur le nom de Brettanomyces, Bruxelles M6, Bruxelles, des bières, Brettanomyces, des bières pour la Grande-Bretagne, donc des bières faites en fût et transportées en fût. Donc, souvent, on pense à le problème d'hygiène. En fait, quand on s'intéresse à vraiment ce qui se passait dans ces brasseries à Bruxelles, c'est pas du tout ça, en fait. Je me suis intéressé quand les éditions Lavoisier m'ont demandé d'écrire un livre sur Brettanomyces en 2013, donc je suis allé là-bas et je discutais avec des gens qui travaillaient dans ces brasseries et qui m'ont expliqué qu'en fait, le phénomène initial, c'était pas celui-ci. Ça concernait que des brasseries qui puisaient des eaux dans un canal qui était bordé d'arbres, qui est des mûriers, des arbres. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une saisonnalité pour que les bières soient mûries, qui correspondait après la chute des fruits dans l'eau du canal, et ils puisaient l'eau pour faire les bières. Et je trouve que se rappeler cette histoire initiale est quand même importante parce que ça montre bien la dualité entre l'hygiène et la matière première. On trouve un peu ce dilemme aussi dans nos cas entre effectivement est-ce que c'est un problème d'hygiène, est-ce que c'est un problème de matière première, et on voit bien qu'en fait par cette origine il y avait déjà ce sujet un peu bivalent sur Brettanomyces. Donc après ce rappel, c'est vrai que vous verrez par la suite, il y a eu beaucoup de travaux qui ont permis d'améliorer les connaissances sur Brettanomyces. Moi, il y a un point qui me marque au fur et à mesure des dernières publications qui sortent et des avancées de la recherche, et ça sera repris par Sandrine et Sarah précisément, mais c'est cette agilité ou plasticité génétique chez Brettanomyces. Et cet arbre est assez intéressant, j'aime bien présenter comment servir, parce que d'habitude, un arbre génétique, ça rassemble les micro-organismes selon leur homologie en termes de séquence d'ADN, tout simplement des pourcentages. Et là, en fait, l'équipe de recherche a classé Saccharomyces comme la levure originelle. Et en fait, à chaque étape de l'arbre, en fait, c'est des gains de gènes ou de parties de génome qui vont conférer des avantages adaptatifs aux levures. Donc, plus on descend l'escalier, plus on est face à des levures qui savent s'adapter à des opportunités
d'acquérir des parties du génome, de muter, voilà, d'évoluer pour avoir des avantages adaptatifs à des contraintes environnementales. C'est un micro-organisme tout seul, donc son but, c'est de résister à l'environnement. Et on voit qu'au bout de l'arbre, vous avez Dequera. Dequera, c'est le synonyme de Brettanomyces. Donc Brettanomyces est l'une des levures, même autre que les levures technologiques, parce que dans cette liste, il n'y a pas que des levures biologiques, la plus évoluée, et d'un point de vue génétique, elle a cette capacité. Cette capacité, elle s'exprime aussi sur un nombre de chromosomes. Il y a un nombre, une polyploïdie qui est forte chez Brettanomyces. Alors ça, la polyploïdie, l'humain est un peu concerné avec les trisomie et autres. Et bon, malheureusement, ça n'a pas les avantages. Dans la nature, si c'est conservé et entretenu par les individus qui sont concernés par ces choses-là, c'est que fatalement, les versions supplémentaires des chromosomes portent des gènes d'intérêt. Et on peut penser effectivement qu'il y a une grande capacité de Brettanomyces à acquérir, à utiliser ces éléments génétiques qu'elle peut intégrer dans son génome. Un génome qui est d'ailleurs assez grand, puisque Brettanomyces cerevisiae, qui est lui-même un génome assez consistant, Brettanomyces est supérieur. La diversité génétique, elle a été étudiée beaucoup à Bordeaux, à Dijon, à Adélaïde, dans beaucoup d'universités, et ça sera repris par la suite. Voilà, moi, ce qui me montre, qui confirme cette agilité, cette capacité d'évoluer d'un point de vue génétique, c'est ces groupes génétiques qui ont été définis notamment à l'ISVB, où on voit bien que suivant la niche écologique dans laquelle on isole les Brettanomyces sur lesquels on veut travailler, on a affaire à des groupes bien propres, bien identifiés. Dans le vin, aujourd'hui, il y a 3 gros groupes qui sont bien connus. Au fur et à mesure des recherches, probablement que ce nombre s'étalera. Au sein de groupes, il y aura des distinctions. Donc, voilà, il y a effectivement aujourd'hui 3 gros groupes avec des souches qui sont triploïdes, des souches qui sont diploïdes. Et ça montre aussi cette spécificité génétique de Brettanomyces. Cette polyploïdie, elle est intéressante parce que rapidement, les chercheurs ont réussi à montrer qu'elle avait des conséquences physiologiques sur ces cellules, notamment la résistance au SO2. Aujourd'hui, voilà, ce groupe rouge, liquide, il est résistant au SO2. Donc, on met des grosses contraintes en SO2. Sa population maximale, son taux de croissance n'est pas aussi affecté que les autres souches des autres groupes. Récemment, au travers d'une thèse qu'on a accompagnée, qui s'appelle la thèse Finbret, qui a été dirigée par le professeur David Masnev, concomitant aussi avec les travaux initialement menés par Sandrine à Dijon sur les domaines d'adhésion. Durant l'étude, on a montré que finalement, l'adhésion était plutôt la capacité ou la fréquence du groupe orange, d'un autre groupe, donc triploïde aussi, mais pas tout à fait le même. Donc on voit bien que ces spécificités génétiques qui se dessinent avec l'évolution, avec l'adaptation, sont aussi en lien avec des contraintes, des souches qui ont acquis des capacités de résister au SO2, probablement des gènes qui produisent des molécules qui combinent le SO2, c'est souvent le mécanisme mis en place par le micro-organisme. Donc, les gènes peuvent produire un peu d'éthanol, un peu d'acide pyruvique, des choses comme ça qui vont combiner le SO2, donc ça va amoindrir l'effet du SO2. Et puis des souches qui ont voulu profiter de l'environnement sur lequel elles arrivaient, la surface mucugineuse, c'est la photo ici, et qui, elles, ont développé d'autres phénomènes, peut-être des synthèses de certaines protéines qui seraient impliquées dans ces filaments que les Brettanomyces adhèrent à leur surface. Alors ouais, c'est quand même très très fort génétiquement, mais à cela, on n'est pas mauvais non plus au niveau analytique, parce que par exemple, aujourd'hui, on a quand même un test qui permet justement de faire la distinction entre les souches triploïdes résistantes au SO2 et les souches triploïdes incapables de bioadhérer. C'est le test Tribret. Donc c'est une PCR. On va s'intéresser plus à la courbe de dénaturation de fusion de l'ADN qu'à l'amplification. Le PCR, on s'intéresse plus à l'amplification. Là, par analyse de la courbe de fusion, on va pouvoir faire la distinction entre les souches. Donc on a quand même des outils qui à cela peuvent apporter des éléments. C'est la seule analyse aujourd'hui qui à la fois associe la détection d'un micro-organisme avec une orientation technique. Par exemple, si on est en bio un peu au taquet au niveau du SO2 total, et qu'on est face à des souches de Brettanomyces résistantes au SO2, ça sert à rien d'aller sur résistance, c'est-à-dire qui est capable de se développer à plus de 0,4 mg par litre de ces deux molécules. Pareil, si on fait un litigène et on voit qu'on a beaucoup de souches adhérentes, il faut un peu aussi voir un peu comment on peut travailler pour une. Donc quand même, c'est des analyses qui sont assez intéressantes.
Alors, récemment, il y a une analyse qui a été développée, qui sera développée dans son principe et dans ses applications par Sarah. Je voulais juste l'utiliser pour introduire quelques notions sur la présence de Brettanomyces à différents endroits de nos environnements. C'est la digital PCR, une technique qui sera présentée par Sarah qui nous montrera cette sensibilité. On est à peu près à une cellule parmi. On peut se dire, c'est trop sensible presque pour ce qu'on a dans l'affaire. Mais par contre, ça permet d'objectiver certains phénomènes qui montrent là aussi que Brettanomyces est quand même très adaptative. Là, sur les vendanges de 2023, c'est la première fois qu'on appliquait la digital PCR sur les raisins. Et en fait, on avait quand même des détections de Brettanomyces sur 35% des raisins analysés au laboratoire. Est-ce que ces 35%, c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que tous les raisins qu'on ait Brettanomyces auront des phénomènes par la suite? Moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce que les 65% autres de raisins sont moins sensibles que ceux-là? Et pourquoi? Mais voilà, faut pas négliger ce fait que Brettanomyces est vraiment présent sur le raisin avec des variabilités. Donc, c'est comprendre ces variabilités qui peuvent aussi apporter des éléments de réponse. Un autre usage de la digital PCR qui montre des choses assez probantes, c'est un suivi de mise en bouteille. Donc, généralement, voilà, on a quelques partenaires qui font la PCR dans la cuve d'assemblage, après il y a le traitement de filtration, et puis de façon aléatoire, des contrôles sur des bouteilles. Ça, c'est montre en fait en digital PCR que dans les bouteilles, il y avait que 22% des bouteilles qui étaient exemptes de Brettanomyces. Avec des PCR classiques ou peu techniques, on aurait eu 100% absence de Brettanomyces. Mais là, alors j'aime beaucoup, hein, on est à 2 cellules pour 10 millilitres, donc bon, pas beaucoup. Mais est-ce que ces 20 vont évoluer différemment que les 78 autres? C'est aussi des questions qui sont un peu se poser. Et un dernier exemple des résultats, cette finesse analytique permet d'apporter des résultats intéressants, c'est la détection des Brettanomyces à la cave. C'est un article qui était sorti dans la revue française d'œnologie. Et on voyait que les zones les plus sensibles à la cave, ce sont vraiment les zones humides. Et qu'on fait un prélèvement d'une eau stagnante dans une bulle, dans un caniveau, on arrive à détecter en digital PCR des populations de Brettanomyces relativement fréquentes. Donc voilà, c'est quelques slides pour vous dire que Brettanomyces est très agile génétiquement. Donc, voilà, face à un organisme comme ça qui a cette force-là, c'est délicat. Présente partout, voilà, il faut pas se fermer les œillères sur oui, j'ai qu'un problème d'hygiène. Non, le raisin, la cave, les vins. Et donc face à ça, en fait, face à des micro-organismes qui sont assez versatiles comme ça, de se rappeler de cette citation. Donc, alors, souvent, sur Internet, vous trouverez Louis Pasteur au Côte d'Armard, mais en fait, c'est Deschamps qui a eu cette citation. C'était un peu moins charismatique, un peu moins d'égo que les deux autres, donc on a souvent moins parlé dans l'histoire. Mais c'est lui, même notamment dans le médical, c'est vrai que quand on a un virus ou un germe qui est très très véloce et hostile, le sujet c'est de rendre un peu le patient moins vulnérable à ce microbe. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi ça en œnologie, se dire qu'un des enjeux que l'on a, microbiologiste, chimiste, œnologue, c'est de rendre le vin moins vulnérable à Brettanomyces. Et c'est sûr que la recherche va permettre de mieux connaître le Brettanomyces. Faut pas faire le deuil de cette connaissance, et elle apportera évidemment des éléments très intéressants. Par contre, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur cette vulnérabilité du vin à Brettanomyces. Et sur cette vulnérabilité, il faut surtout pas se retrancher uniquement sur la hausse du pH, du degré, parce qu'il y a pas que ça. Il y a des fois des choses qui, par évolution peut-être un peu conceptuelle de la vinification, ouvrent la porte vraiment à des sensibilités très fortes. Donc, pour terminer la présentation là-dessus, je vais juste revenir sur ce qui se passe normalement lors d'une fermentation, c'est cette évolution de dynamique microbienne. Et on voit bien ce qu'il faut avoir. Et en fait, j'insiste un peu sur les fermentations parce que c'est souvent négligé par rapport à Brettanomyces. Et par contre, ces derniers millésimes, on se rend compte qu'on a toujours une fenêtre de tir qui est sensible, qui est la fin des fermentations. Et c'est voilà, c'est toujours handicapant de débuter quand même une course un peu blessée, quoi. Donc, il faut pas oublier certains principes. Et un des principes, c'est que Saccharomyces cerevisiae, ça agit que quelques heures, voire quelques jours. Une fermentation, elle est menée par une population de Saccharomyces qui est en déclin, en termes de multiplication, en termes de voilà, qui fermente, mais qui n'est, alors que sous cette population en rouge, là, il y a Brettanomyces qui est en bleu, elle est plus véloce dans un environnement
fermentation. Et il y a quelques actions biologiques qui, je trouve, ces dernières années ont un peu dévié. La plus fréquemment, celle où on est confronté plus fréquemment, c'est l'apport d'oxygène. L'apport d'oxygène ne va se faire que dans la phase exponentielle de croissance. Ici. Donc, avec quelques heures de l'oxygène. En réalité, de mettre de l'oxygène en fin de fermentation pour penser que vous allez redynamiser les levures. Les levures, exemple, la fermentation pour quantification de cette aussi de Pasteur, c'est la vie sans l'air. Nous, on a pas mal de cas, généralement, de gens qui disent, je commence à avoir des phénols sur la fermentation, et quand on reprend l'itinéraire, mais oui, mais ça a tout sauté un petit peu, donc j'ai remis de l'oxygène. Voilà. Donc c'est là, c'est pas de la grande recherche de la semaine dernière, en fait, c'est des choses qui sont, mais qui, je pense, dans la pratique, faut pas avoir de peur de mettre de l'oxygène sur le monde, pour une nouvelle population, etc. L'oxygène, c'est au tout début, quand on est en phase exponentielle de croissance. La phase exponentielle de croissance, c'est pas fatigue. C'est vraiment fatigue. C'est là où la vitesse de croissance divisée par la population croît. Pas quand la population croît. La population croît, elle commence déjà, cette croissance commence par ralentir déjà ici. Là, et Platinum-6 n'a pas le même effet de régulation vis-à-vis de l'oxygène. C'est-à-dire que ça, c'est un effet qui est bien décrit quand on fait des coproductions. Platinum-6, c'est comme ça marche à tous les coups. Vous lancez une fermentation, vous mettez à 2/3, vous mettez un coup d'oxygène, vous voyez tout de suite, ça commence à se ralentir. Parce que l'oxygène va inhiber l'usage des sucres, alors que chez Platinum-6, ça va le stimuler. Donc ça, c'est un exemple assez simple mais qui doit rester un petit peu en tête lors des fermentations, je pense. Et l'autre problématique sur laquelle on est de plus en plus confronté lors des vinifications, c'est l'extraction. Je comprends cette envie d'aller sur moins de tanins, des choses un peu plus douces en termes d'extraction. Mais pour revenir à la courbe ici, si il y a des nutriments qui sortent ici, bon, moi, c'est pas ces comme ça qui vont en tirer le bénéfice. C'est les espèces qui sont véloces à se développer. Cette fréquence qui se développe en plus. Par contre, et c'est vrai que les relargages tardifs de sucre, mais aussi d'azote, on est assez de 3 ans, 3-4 ans même, avec Thomas Azo, qui est notre directeur technique aujourd'hui, qui suit précisément les tout cela. On est interloqué sur les relargages d'azote en fin de fermentation. Donc il y a quand même aujourd'hui cette complexité qui est de voilà. Normalement, ces nutriments, il faut les sortir le plus vite possible. Ça, c'est gênant quand même d'avoir sur une mini-fermentation, 2/3 de fermentation, des nutriments qui ressortent à des moments où cette commissaire ne va pas en tirer le bénéfice. Et par contre, Platinum-16 va pouvoir vraiment en tirer le bénéfice. Donc c'est vrai que je comprends cette difficulté de se dire on limite les extractions, on est plus sur des phénomènes qui entend souvent le terme d'infusion, mais effectivement l'infusion elle continue, même à des moments où cette commissaire ne consommera plus rien. Donc il faut là aussi se poser quand même des bonnes questions. Un tanin, ça ne sort pas en phase aqueuse, c'est vous l'équilibre pas par définition. Donc, ne sortez pas des tanins sur le premier rentage de l'homogénéation. Pour tirer de la couleur, il n'y a pas de tanin. Et puis, il y a un formidable outil, qui est quand même une prouesse de la biotechnologie, qui travaille à la molécule, des industriels qui sont capables d'aller chercher des activités bien spécifiques, qui sont les enzymes d'extraction. Moi, aujourd'hui, ça ne marche pas pourquoi une espèce d'enzyme d'extraction systématiquement, en rouge, quand on a une sortilité de Platinum-16. On est sûr de relâche. Plus facilement relarguer les sucres, pas avoir des presses sucrées. Et l'azote, en fait, il y a 3 ans avec le mazo, on s'est amusé à peler les raisins et à doser l'azote dans la pulpe et dans la pellicule. Plus de la moitié de l'azote dans la pellicule. Si vous commencez à avoir des activités pectinales, bien dégrader cette pellicule, il y a de l'azote qui est utilisé rapidement par la 47, qui ne deviendra plus disponible pour la 2016 par la suite. Parce que nous, on se retrouve quand même au laboratoire, pourquoi avec des vins qui ont des teneurs en azote assimilables excessivement important. Hier, j'étais avec des gens qui font du cidre, et c'est un gros sujet aussi. En fait, la stabilisation du problème du cidre, elle est basée sur la carence en azote en fin de fermentation. Donc, point d'état, notamment une pas très jolie d'efficacité. C'est une cotation qui est pour essayer de faire sortir de l'azote pour que sur une matrice encore sucrée, qui n'a pas beaucoup d'alcool, il n'y ait plus rien à manger. Donc voilà, c'est un vrai sujet, et je pense que les enzymes, on dit aujourd'hui beaucoup de raisonnement sur les enfants et tout ça, mais si on veut vraiment être dans le raisonnement logique, il faudra en utiliser plus. On en utilisait avant parce qu'il y a plus de pectine, et que les pulses sont plus difficiles à dégrader. Et dans cette même logique par rapport à l'oxygène, alors on parlait de l'oxygène, le seul intérêt qu'il peut avoir, c'est 47, en fermentation, c'est éventuellement
de faire des insaturations des chaînes phospholipidiques pour faire des courbes dans la membrane, pour empêcher que l'éthanol rentre dans la membrane. Là, c'est un super outil immunologique, c'est des stéroïdes. Un enchevêtrement de chaînes saturées qui vont bloquer l'éthanol pour entrer dans la membrane. Donc, pareil, en mettant des stéroïdes dans la préparation de levure, il n'y a pas besoin d'apporter de l'oxygène pour sa fermentation, même en fin de fermentation. Donc, voilà, et ça, vous ne prenez pas de risque par rapport à Brettanomyces par la suite. Le dernier point qui amène des questions sur l'évolution de la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on avait un peu enterré, tous ceux qui ont travaillé sur Brettanomyces, des choses sur lesquelles on discute assez fréquemment avec Pascal Châtonnier, qui est un des premiers à travailler sur cette séquence, cette cascade. C'est que longtemps, voilà, cette cascade qu'on présentait, elle a commencé sur les acétophénols, elle est sur les vinyles, les acétophénols. En fait, les acétophénols, ils sont pas libres dans le raisin, ils sont toujours restés à l'épied. Et en fait, on se rend compte qu'on a des quantités aujourd'hui d'acide phénol estérifié sur raisin qui sont beaucoup plus importantes que quand Pascal, en 1990, a développé les méthodes pour doser tous ces composés, avec d'autres personnes, bien évidemment, mais et là, il y a un questionnement sur pourquoi il y a plus d'esters d'acide phénol, notamment en termes de physiologie végétale. Et là, c'est compte rendu de l'IAV qui questionne beaucoup au laboratoire, parce qu'il évoque un stress qu'on évoque, une contrainte pour le raisin qu'on peut évoquer dans les recherches, une forcément de contraintes hydriques, de contraintes adaptées, de contraintes minérales, mais on évoque sur l'exposition au soleil, en fait. Et a priori, notamment basé sur des essais d'effeuillage, plus les raisins sont exposés au soleil, plus ils ont des teneurs en ester d'acide phénol élevé. Et voilà, du coup, je pense que c'est pas de solution à part. C'est juste pour dire que c'était au centre quand même des questionnements, qu'aujourd'hui on a quand même des raisins qui ont un facteur 1 à 8 en acide phénol, choses qui sont très bas, en acide glutarique, plutôt qui sont à 35. Donc, je veux dire qu'à 5 mg, on a suffisamment pour produire des microgrammes de phénol. Mais peut-être qu'à 35, quand même, c'est plus favorable pour l'enfer. Donc, il y a des effets cépages, hein, ça a beaucoup été initié par les travaux de Vincent Gerbeau à l'IAV, cette réflexion en Bourgogne, sur le Pinot, Gamay. Et globalement, on voit que la boîte à moustache est assez différente. Il y a pas, on ne voit pas de vin sans acide, de forme estérifiée ou de raisin sans forme estérifiée. Mais en tout cas, on voit des variations. Et là, je pense que c'est un sujet en lien avec cette santé du végétal, parce que c'est certainement que les acides phénols sont parmi les outils du raisin, cette fois-ci de la vigne, des outils de résistance au stress, donc une peut-être au stress kétogamique, à ce stress UV ou ensoleillement. Mais voilà, c'est des éléments qui peuvent aussi on commence à utiliser avec certains partenaires pour faire des cuvées en fait avec l'azote, avec les sucres, avec quelques éléments comme ça, de cuvées sensibles et de cuvées potentiellement sur le papier moins sensible. Concentrer les efforts de stabilisation sur des loups sensibles. Voilà, c'est des choses qui peuvent se doser avec assez peu. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne réunion avec tous les experts qui vont intervenir derrière pour reprendre ces choses-là ou d'autres avec plus de précision. Et merci encore. Et merci à Brettanomyces pour un peu de provocation, mais en Brettanomyces, je sais pas pourquoi. Merci. Euh, Quand j'ai du papier, je voulais mettre oui, si j'aurais pu, voilà. C'est bon? C'est ça. Ma petite commande de l'équipe d'Excel était de vous présenter une partie des recherches qui sont effectuées à l'Université de Roubaix, et particulièrement sur la dynamique de Brettanomyces. Donc, j'ai voulu vous présenter un peu le raisonnement qu'on a fait et qui fait sens par rapport à la présentation de Vincent.
Donc, d'où viennent-elles? Donc, Vincent a déjà apporté quelques éléments de réponse. Nous, on est parti en fait du constat de la littérature sur l'environnement de la curie et quelles étaient les levures qu'on pouvait retrouver persistantes sous différents isolats et souches, je pense en plusieurs millésimes, dans l'environnement viticole. Et donc, ça a été beaucoup étudié classiquement sur la levure Saccharomyces, mais depuis quelques temps, les levures non Saccharomyces sont plus importantes. Nous, on avait mis en place des études sur Ensenia spora, parce qu'on avait des outils aussi suivi de traçabilité jusqu'à la culture. Je pense aussi, c'est pouvoir pas juste dire une intelligence. Par exemple, on avait suivi un jeu, mais est-ce que c'est la peine de même un suivi? Et donc, on voit bien qu'en fait, dans la curie, il y a une flore résidente, qui doit être aussi résistante à l'environnement et qui persiste. Et donc, qui nous indiquait que la curie est pas une niche écologique, mais pas juste un habitat transitoire. Donc, il y a forcément un habitat transitoire, mais il y a des micro-organismes qui restent. Et la question qui se pose aussi à l'heure actuelle, on est tous concernés au niveau national ou international, c'est quand on construit une nouvelle curie, qu'est-ce qui se passe? On se pose toujours la question, surtout si je suis en levure indigène, est-ce que ça va fermenter? Est-ce que ça va partir? Est-ce que je vais apporter des choses négatives ou positives? Donc, nous, c'était posé le cas, l'évolution, l'implantation dans une curie, on a regardé beaucoup de micro-organismes et on a aussi regardé Brettanomyces. Alors, c'est la thèse de Fanny Abdo qui a été réalisée il y a 2-3 ans maintenant. Donc, sur 3 millésimes, on a regardé différents environnements, le sol, les murs, de matériel linéaire, on a fait des prélèvements avant l'arrivée de la toute première vendange, et puis ensuite, 3 mois après l'arrivée de la deuxième, etc. Donc, on a fait des prélèvements, d'extraction d'ADN, on a utilisé une méthode de séquençage AOD pour voir un petit peu, on peut faire une photographie des micro-organismes qui pouvaient exister. Donc, ça demande une gestion de la database, regarder les séquences qui existent et de voir à qui elles appartiennent et de pouvoir les identifier. Donc, on a fait ça sur les moisissures et les champignons. Donc, ici, je vous présente dans un premier temps tout ce qui a été répertorié, en tout cas identifié, avant l'arrivée de la première vendange sur les différents environnements. Donc, on a des micro-organismes qui sont présents tout le temps. Donc, c'est pas forcément des micro-organismes technologiques, mais des micro-organismes de bâtiment, comme vous pouvez le voir dans d'autres. Et puis, des micro-organismes qui sont là, mais qui ne sont pas forcément liés à la vinification non plus. On voit que l'osmotis, par exemple, est déjà présent. Donc, il est intermédiaire. C'est un micro-organisme environnement, peut-être un environnement. Et donc, comme l'a souligné, on peut regarder le Brettanomyces, c'est sur des carats. Vous voyez, des carats pas présents. L'environnement, je dirais, avant la première. Et Saccharomyces, elle a été trouvée sur le sol. Donc aussi, lié à l'activité humaine, quelques transferts, ça, on n'a pas pu forcément vérifier. Et puis, dans les 2 millésimes, on voit que de couleurs, ce sont des gens qui sont présents sur tous les millésimes en vert, et depuis le début. Et puis, en rouge, ceux qui s'installent à partir de la première vendange, et on voit bien qu'elles restent différentes. Dès la première vendange, elles s'installent et elles persistent. Pour Saccharomyces, c'est plus fluctuant. C'est-à-dire qu'elle pouvait être présente, mais elle a des fluctuations. Sur le genre, bien entendu, là, on n'est pas allé sur le genre, mais on voit bien qu'on a aussi un comportement que la vendange et l'environnement viticole apportent des micro-organismes. Alors, des micro-organismes d'intérêt, parce qu'il y a des stades meilleurs, donc ils peuvent être intéressants. En partie, un petit aspect, même si elles sont à chaque tour. Mais voilà, il y a des choses qui arrivent, qui s'installent et qui peuvent passer. Alors, Vincent, pour revenir, si on fait un use ces recherches et celles qui existent de par le monde, voilà, la détection se fait dans l'air, sur le matériel binaire, sur le sol et par rapport à la présence de la terre. Et une chose qui est aussi importante, c'est la posture. On le sait pour Saccharomyces, mais également pour Brettanomyces. Tout à l'heure, dans des précurseurs, des phénols, eh bien, certains précurseurs
sont des antioxydants pour les drosophiles. Donc, le fait de sentir, de capter les éthylphénols produits par BRET indique à ces levures qu'il y a des antioxydants qu'elles peuvent y aller. C'est des recherches qui sont complètement indépendantes de l'environnement viticole. C'est des recherches liées aux drosophiles et à la survie des drosophiles. Et on voit qu'en fait, il y a une importance. Alors, pour Brettanomyces, pourquoi elle sécrète ces composés? Il n'y a pas encore de réponse donnée, mais en fait, il y a tout un cycle. Et donc, les drosophiles vont participer. Ça a été démontré. Et ça peut être également le cas pour Brettanomyces. Parce qu'il y a un lien entre une recherche de composés antioxydants pour les drosophiles et la production d'éthylphénol qui indique la présence des antioxydants. Donc voilà, la boucle d'éthylphénol, c'est vraiment un environnement. C'est la nature, un truc ça va si on peut dire comme ça. En cave, il y a différentes études, donc je vous ai remis un peu ce qui a été fait sur le national. En cave, on voit bien que le fût peut être bien entendu un environnement qui va permettre la présence de Brettanomyces. Nous, on avait regardé à l'intérieur du fût, mais à l'extérieur, on a trouvé beaucoup d'échantillons avec la présence de Brettanomyces, et puis sur l'intérieur urinaire, sur des vins en cours d'entonnage en fonction des études. Et sinon, on trouve bon à l'intérieur du fût, des vins aussi. Et puis, Vincent, il y a quelques temps, tu avais fait une étude sur les zones de nettoyage du fût pour retrouver Brettanomyces. Et donc, par contre, en grand cas, à l'heure actuelle des connaissances, peut-être que la PCR digitale pourrait apporter un seuil de détection plus faible. Sur les murs dans l'air et dans le sol, selon on ne trouvait pas forcément des causes. C'était plutôt sur le matériel et l'environnement lié au vent, vraiment particulier. Et au cours d'une étude que l'on a menée dans la thèse de Marie, on a suivi par contre les individus en fonction des environnements. Donc, Vincent m'avait parlé de la technique mise au point par mes collègues en termes de microsatellites qui permet d'avoir vraiment su au niveau de l'individu. Et on va retrouver, voilà, avec des simulations de transfert, le matériel original, si un matériel original, si pourrait être livré, eh bien, ça peut contenir le matériel. Et le vin, donc là, on avait vraiment suivi une carte de visite, vraiment une traçabilité assez importante. Donc, de fût à fût par les manipulations, et de vin à fût. Également, on pouvait avoir toute cette chaîne de transfert. Donc, je vous ai remis les différents articles travaux. Et par rapport à cette persistance de bref, c'était deux questions qu'on s'était posées. Qu'est-ce qui fait qu'elle perdure? En fait, c'est la batterie. Enfin, on a abordé de capacité à résister et à rester dans l'environnement. Alors, pour résumer, cette diversité génétique dont tu as parlé, je sens, elle a des capacités aussi de croître dans des milieux pauvres. En fait, on n'a pas besoin d'autre chose, se développer, contrairement aux autres. Et elle a ses capacités à résister au SO. Et moi, je vais aborder peut-être un peu plus les points sur cette capacité à rentrer en état viable ou cultivable, la capacité à former des biofilms, et puis aussi un dernier point qu'on a observé lors d'une thèse, c'est la présence de formes de résistance qui pourrait aussi expliquer sa persistance. Par rapport à la diversité, la chose à souligner très importante, et dont vous avez déjà la connaissance, c'est l'importance non seulement de la souche, est-ce qu'elle est tolérante, est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle est résistante, et c'est le niveau de population qui va aussi jouer. Donc ici, vous avez deux types de souches, une sensible, une tolérante, et des niveaux de population différents, 10-3, 10-4 et 10-5. Pour la souche sensible, quelle que soit la dose de SO2 active, jusqu'à 10-4, on n'a pas d'effet, on a un effet sur la souche puisqu'elle ne se développe pas. Donc je précise, en vert, c'est la modalité centrifugite, et en couleur, vous avez 0,5 mg de sulfite. Donc c'est un actif, 0,9 et 1,1. Et à chaque fois, en trait plein ou en trait pointillé, la viabilité qui est donnée par la cytométrie ou la cultivabilité.
Donc, on voit bien que ça a des choses de fait. À l'inverse, sur la souche résistante, tolérante, qui est classée dans les tolérantes et pas dans les résistantes, 100%. On a déjà, dès la première dose de l'osteoporote, presque une croissance qui est aussi bien en cultivabilité qu'en viabilité. Et puis, à partir d'une population plus importante, on voit un effet. C'est-à-dire qu'on voit apparaître une bonne croissance et surtout une viabilité, mais pas forcément une cultivabilité. C'est ce que vous voyez ici. En bleu, très plein, la souche reprend en viabilité, mais en cultivabilité, on a été capable de la détecter presque 15 jours après. Donc en fait, pendant ce laps de temps, elle est en état viable non cultivable. Donc on ne peut pas la détecter par des méthodes classiques. Mais en revanche, elle est quand même présente. Et pour la souche tolérante, on a cette même résistance mise en place de l'état viable non cultivable qui se fait, mais beaucoup plus tôt et avec des doses dessus. Ça va beaucoup plus élevé. Donc on voit bien cette tolérance. Et vous voyez qu'à 10-4, en termes de population, pour la même dose de SO2, la souche tolérante, ça ne fait rien du tout, alors que la souche sensible, elle a un impact. Et puis, on voit bien cette différence. Donc, l'importance de la souche qui est présente, ou des souches qui sont présentes, et puis également la population qui est présente, qui peut ajuster la dose. Si il est nécessaire d'ajuster la dose, c'est une souche. Donc, ça, c'était pas le bon moyen d'utiliser du vaisseau. En tout cas, on a cet état bien non cultivable, qui est un état de protection et de résistance et de persistance dans l'environnement. C'est connu chez les bactéries, chez différents micro-organismes. Et donc, ça a été démontré chez Brett Agonisles, c'était des travaux qu'on a réalisés avec Virginie Serpalchi. Donc, c'est quoi l'état bien non cultivable? C'est la présence d'une population qui est vague, mais dans la capacité de se développer. Donc, je regrossis les finales, que ce soit plus. C'est-à-dire qu'après l'ajout de SO2, on a bien un effet de la population, mais on peut avoir, après un laps de temps, une reprise de viabilité sans cultivabilité. Et donc, la souche se redéveloppe, elle redevient présente et elle peut avoir toutes les activités associées. Donc ça, c'est une grosse problématique et qui peut expliquer la persistance de Brett Agonisles. Avant, on a parlé des biofilms. Donc, pareil, les biofilms, en fait, c'est le mode de vie représenté chez les micro-organismes. Les micro-organismes, c'est pas des petites cellules qui sont dans un milieu liquide. Les micro-organismes, la plupart sont non biofilms. Il y a beaucoup de biofilms qui existent. Il y a des biofilms très problématiques, comme dans le milieu hospitalier, qui permettent, hélas, la transmission ou le maintien de germes pathogènes résistants. Qui sont responsables de maladies nosocomiales plus particulièrement. Et après, je cite toujours cet exemple, vous en connaissez tout ça, c'est la l'apnée alimentaire, c'est un problème. Donc, c'est souvent mix ou mono ou plurispécifique. Et donc, le principe d'un biofilm, c'est des cellules qui sont dans un flux particulièrement et qui vont avoir la capacité de s'adhérer de manière irréversible. S'ancrer sur le support, c'est un support biotique ou abiotique. Donc, ça peut être de l'inox, comme je dis, un support biologique. Vous allez ensuite avoir le développement microcolonies et en même temps, c'est ce qu'on voit en vert qui se développe, la production d'une matrice d'exopolysaccharides qui va renforcer et protéger les cellules. Les cellules vont se mettre en réseau et elles vont commencer à sécréter cette matrice qui va les protéger, qui les protège du stress environnemental, que ce soit de stress physique, plus résistant, et de stress chimique aussi. Le biofilm se développe, mature, et puis à un moment donné, c'est un peu la crise du logement, et donc il y a des cellules qui sont relarguées de ce biofilm et qui peuvent aller contaminer notre surface. Et en plus, génétiquement, ces cellules ne sont plus génétiquement des cellules dites libres, elles sont considérées comme issues de biofilms variés et elles ont des capacités à adhérer qui parfois sont encore plus importantes.
elles ont une empreinte génétique. Je viens d'un biophile, donc j'ai cette capacité à se développer. Donc, les premières éditions sur Beta Micelle, c'est des travaux de Pascal, qui avait fait sur différents types de Beta Micelle des observations au microscope focal. Donc, on voit bien qu'il y a des différences, il y a des tapis de biofilms en fonction des souches. On a systématiquement ou à former les mêmes biofilms. Et dans le cadre de la thèse de Manon réalisée au laboratoire, on a testé différentes souches appartenant au groupe génétique différent. Donc là encore, un petit tapis, donc chaque petit ovale vert représente une cellule de Beta Micelle. Et ici, l'épaisseur moyenne. En fait, c'est pas une super formule spéciale de biofilm, en tout cas dans nos conditions de réalisation, mais elle fait quand même un biofilm. Il y a des biofilms chez d'autres organismes, c'est 2 fois plus important. Et le biofilm, tiens, on retourner le support, ça tombe pas. Beta Micelle, quand on manipule le support, ça a tendance des fois un peu à glisser. Donc, quand on les étudie, il faut qu'on manipule le coupon, on est sur des petits coupons d'acier inoxydable, de même nature que le cube hémorragique. Et en fait, quand on regarde donc ici au microscope électronique à balayage, on voit déjà le morphotype de Brett. Brett, on la retrouve en cellules standard, et puis aussi en filament, en pseudo-lymphe. Et quand elle est en biofilm, c'est un vaisseau qui se met en place, qui permet par la suite de ce système. Puis on a dit que ça fait aussi de protection par rapport à l'environnement, où les cellules elles sont protégées par d'autres structures filamenteuses, et on voit qu'elles englobées au niveau de ces filaments, on a cette matrice exopolysaccharique qui va protéger les cellules et qui va rendre plus résistant Beta Micelle. Alors, on a essayé de comprendre un peu ce qu'on a fait des premières études dans un milieu, je dirais, laboratoire, mais qui est très proche de la réalité. Et après, on a travaillé en main. Et on s'est dit, tiens, quand un biofilm se forme sur une chaîne de curie, de mise en bouteille, de circulation de vin, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on amène le vin? Si le biofilm est frais et qu'on remet du vin systématiquement derrière, c'est de savoir est-ce que le vin a un impact sur un biofilm déjà. Donc on a formé un biofilm dans cette biofilm et ensuite on l'a inoculé dans du vin et on a regardé l'expérimentant quel était l'impact sur le biofilm et quelles étaient les conséquences sur les populations qu'on avait. On a testé sur 2 souches. Et on voit que dès qu'on met ce biofilm dans le vin, on a une diminution de population sur le coup. On a un petit effet de recroissance qui n'est pas significatif, mais il reste toujours des cellules sur le coupon, mais on a une diminution. Donc le vin, par contre, le plus important, c'est que quand on regarde dans le vin, on a une forte population pérolale. Donc, il y a un stress qui est probablement subi par le vin, et quand même avec le pH, l'alcool, qui stresse l'environnement biofilm. Et surtout, non seulement on a une diminution sur le coupon, mais on a une reprise de croissance des cellules qui ont été relarguées. Donc, un potentiel de contamination qui est extrêmement. Et ça, c'est une grosse problématique, parce que dans des environnements, on parlait d'hygiène, et même si on est très hygiénique, mais c'est pas que ça, et je rejoins les propos de Vincent. Des fois, il est très difficile d'aller dans des robinets, dans des pompes. Et donc, le souci, c'est que s'il y a un biofilm qui est installé, c'est dès que ça va relarguer, tout de suite, on va avoir une contamination potentielle. On va essayer de voir pour simuler. Et c'est vraiment cette problématique qui explique la persistance aussi par rapport à cette mise en place de biofilms qui la rend persistante. Et là, elle est capable de faire des biofilms dont tu vois en vin sur différents supports, mais avec avec la même croissance. Par exemple, ici, donc, vous avez en vin 2 souches pour de l'inox, et puis ici, les 2 mêmes souches du bois sur des petits pots de bois. Pareil, c'est des extraits de douelle, et ici, c'est en acier.
Donc, au bout de 2 heures, elles arrivent à adhérer et faire des films sur les deux matériaux. Par contre, avec un petit peu moins d'adhérence sur le bois. Donc ça, c'est peut-être lié à la nature physico-chimique du bois par rapport à l'inox et des relations de force chimique. Par contre, au bout de 4 heures, voire de 48 heures, c'est l'inverse. On a presque plus de croissance en biofilm. Par contre, dans le bois, on a une augmentation de la population alors qu'il y a un biofilm plus. C'est lié aussi à la nature du bois avec les micro-aspérités du bois qui permettent après ça. Et puis, je vous parlais des formes variables, vous en avez ici des exemples. Donc, on a des cellules classiques et on a ces ifs, ces pseudo-ifs et ces filaments. Et puis, également, on s'est aperçu, quand on a étudié les différents films de souches de Grâce à l'UNICEF, qu'elles avaient des formes différentes. On a des formes allongées, on a des formes petites, on a des formes plus longues. On s'est posé la question de pourquoi, ça de réponse encore à l'heure actuelle. Mais par contre, on a montré un lien avec le groupe génétique présenté tout à l'heure avec l'arbre, avec les différentes couleurs. Alors, à la main de faire ces observations, c'est très laborieux. Donc, on a essayé de développer ce qu'on appelle un réseau de neurones évolutifs qu'on a entraîné. Donc, c'est une pseudo-intelligence artificielle. Et on lui a dit, voilà, tu as des photos de différentes souches qui appartiennent à l'évolution. Est-ce que tu arrives à bien les différencier? Donc, c'est un entraînement. Ça existe pour beaucoup de recherches. On peut trier des cellules comme ça, trier des images, à ces intelligences, ces réseaux de neurones, à reconnaître une voiture, à reconnaître un chien, à reconnaître un micro. Donc, on les entraîne. Et puis ensuite, après, on donne un jeu inconnu, mais il est capable de classer. Donc, on l'a fait pour les différentes photos qu'on avait, des milliers de photos. Donc, on avait des photos microscopiques, tout ça. On a fait des petites vignettes. Et il y a un lot qui a servi à entraîner l'intelligence, et puis l'autre a validé. Et dans 96,6% des cas, on avait des réponses adéquates, c'est-à-dire qui reconnaissaient systématiquement. Alors, je suis un petit peu frustrée à l'heure actuelle parce que j'aurais voulu aller plus loin et développer un peu cet outil pour essayer de voir si on pouvait faire voilà, dans un labo, juste avec une photo dans certaines conditions, au moins identifier le groupe. Ça veut pas dire qu'on aura toutes les informations sur la souche, mais au moins comme les groupes sont liés quand même à des résistances sur SO2, c'est peut-être se dire j'ai peut-être une chance d'avoir une souche problématique ou une souche moins problématique. Sachant que dans un groupe résistant, il y en a qui sont plus résistants que d'autres, mais c'était déjà une orientation pour ensuite faire un diagnostic. Bon, à l'heure actuelle, je fais pas un appel, je suis en manque de financement pour mener à bien cet outil, qui pour moi se veut un outil de diagnostic pour la profession. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est les chlamydospores. Alors, les chlamydospores, c'est quoi? C'est des spores qui sont issus d'une multiplication asexuée, et c'est très connu chez d'autres champignons qui sont parfois des champignons d'extrait. Donc, qui arrivent à se développer dans des endroits très stressants, des températures, etc. C'est une paroi très épaisse, c'est-à-dire que ça se visualise très facilement par des marqueurs en microscopie. Et ce qui est connu chez ces champignons, c'est que ces chlamydospores, elles participent à des résistances. Elles peuvent participer aussi à la pathogénicité de certains micro-organismes. Par exemple, chez l'homme, on a Candida albicans. Cette levure, qui est une commensale humaine, on la distingue parce qu'elle est capable de faire des chlamydospores. Et en regardant des photos biophiles de cellules, quand on faisait ces études, Manon faisait ces observations, c'est surtout Manon qui a fait des observations. On est tombé sur des formes très rudes. Manon croyait qu'elle avait mal travaillé et qu'elle avait des contaminations. Dans l'équipe où je travaille, j'ai pas que des collègues qui travaillent au bain, j'ai des collègues qui travaillent justement au CHU de Dijon, sur Candida albicans. Et en discutant, en échangeant, les collègues m'ont dit, mais ça, c'est des chlamydospores. Vous savez, c'est comme chez Candida. Et du coup, on a mis en vigilance pour la première fois. Alors, pour la première fois décrite et validée, mais en faisant un petit peu de recherche dans différents écrits, on avait déjà
des collègues scientifiques qui avaient observé, mais qui ne savaient pas ce que c'était. Ils appelaient ça des cuillères. Parce qu'en fait, les canines de sport, elles sont au bout d'un filament et vous avez l'impression que vous avez une forme de cellulaire en forme de cuillère. Et c'est décrit il y a 10-15 ans, mais sans mettre le nom canine de sport. Pour rendre à César, ça appartient à César. Ça avait déjà été évoqué, mais pas associé à la présence de canines de sport. Donc, on est en cours d'essayer de caractériser un peu plus ces canines de sport. Dans quelles conditions elles sont produites? Elles se produisent souvent à l'effet de stress environnemental et de faible nutrition, enfin de faible environnement nutritionnel. Donc c'est-à-dire être sans produire ces canines de sport quand on n'a plus grand-chose à manger pour persister et se dire quand les conditions vont revenir à nouveau bonnes, je vais pouvoir me développer. Donc là, c'est un cours d'études. Et puis un dernier point, si j'ai encore le temps, je regarde les organisateurs participent à un projet en collaboration avec Interrome et l'ICV. C'est un projet FEADER. On travaille depuis un moment, on est en collaboration avec Interrome sur la problématique géofilm. Et on essaye de trouver des produits un peu plus. Je vous apprends rien sur la diminution des intrants, sur la limitation de produits chimiques qui pourraient avoir un danger ou pas. Donc, on essaye de trouver des produits qui pourraient être utilisés et qui pourraient remplacer des produits plus impactants en termes d'industrie chimique. Donc, on a utilisé des souches de Brettanomyces avec 3 souches qui ont des capacités de résistance différentes. Et on a fait différents traitements. Donc, on a utilisé l'acide lactique, qui est connu pour sa capacité antimicrobienne. Elle est utilisée dans différents environnements. Et on a associé l'eau à un rinçage à l'eau chaude avant. Et on a fait des analyses de cytométrie pour la viabilité et la cultivabilité sur le milieu. Donc, pour vous montrer ici, c'est un biofilm de bref. Le bouton exprès pour vous montrer la fine pellicule. Et en fait, c'est coloré. On met en bas rouge, puisqu'on a un vin de jour, bien marqué. Et on voit bien en fait que cette couleur elle est liée à la matrice qui a été formée et qui capte ça. C'est ici, pour vous montrer, donc à chaque fois, vous avez les 3 souches. On a regardé cette procédure de nettoyage après 5 heures de formation de biofilm. C'est un biofilm se former pendant 5 heures. Et on a appliqué les traitements. Donc, soit à l'acide lactique, soit à l'acide peracétique, qui était notre méthode de référence, ce qui est utilisé, par exemple, dans la purée expérimentale à Interrome. Et on ne voit aucune cellule viable qui est démontrée, ni cultivable. Donc, en fait, à 5 heures, que ce soit de l'acide peracétique, de l'acide lactique, eh bien, on a exactement donc, c'est pas grave, un très bon film. Donc, ici, on voit quand on est sur 5 jours, donc on a fait un biofilm, donc on a essayé de simuler une chaîne de l'ours sur 5 jours qui est rincée tous les soirs, mais qui est nettoyée, on va dire, de manière plus approfondie en fin de semaine. Et on voit, par exemple, pour la modalité juste acide peracétique ou lactique, on a plus cultivable. Par contre, en fonction des souches, il reste des souches viables. Donc, une possibilité de rencontrer. En revanche, si on met un rinçage à 50 degrés avant, pour l'acide peracétique, on garde des viables. Donc, pour l'acide lactique, on a une viable, une cultivable. Donc, il y a un effet combinatoire entre l'eau chaude et puis ce traitement. Alors, ça paraît quand le 50 degrés nous a dit que le projet FEADER inclut des viticulteurs. Donc, on discute, on change et certains viticulteurs avaient ces pratiques de rinçage à l'eau chaude. Donc, on a employé ces pratiques, c'est peut-être pas généralisé dans l'ensemble des vignobles, mais en tout cas, on a cette effet qui est lancé. Et quand on met l'eau chaude tout seul, alors j'avais pas les résultats à vous présenter au moment on les a, j'ai pu les mettre en place. Si on fait que l'eau chaude, ça suffit pas. On a encore des viables qui sont détectés. Par contre, la combinaison
ça fonctionne, en tout cas dans les modalités qu'on a mis en place. Des petits travaux en avant-première, publiés rapidement. Je vous ai remis 2-3 informations sur voilà, des explications si vous êtes intéressés par la revue. Et puis également, je pense que vous connaissez ces Technical Reviews parce que c'est des collègues bordelais qui ont créé cette revue technique qui est souvent plus adressée aux étudiants et aux professionnels. C'est plusieurs langues. Et c'est en open access. Vous pouvez retrouver plein de choses sur la ligne et le vent. Donc, vous êtes déjà bien informé. Excusez-moi aussi. Et puis, on avait fait partie avec beaucoup de collègues nationaux, puisqu'il y a le SVB, il y a le doctorat que vous connaissez aussi, un guide de gestion, bref, j'ai mis le lien, je sais plus s'il est d'actualité, mais je peux le transmettre à l'équipe d'Excel si vous êtes intéressés. Ça recense un peu tout ce qu'on les conseils méthodologiques à l'époque que vous pouvez faire par rapport à la lutte contre le. Voilà. Je suis pas capable de répondre à des questions. Je vous en prie. Je réponds à la question. Je savais pas quand. C'est une question un peu. Maintenant? Oui. Ou après, quand vous, avec le mur, ou après, pour voir. Ah non, je suis organisée. Bon, on est quand même. Oui, non, non, oui. Voilà. Au niveau de contrôle, j'avais aussi cherché des micro-organismes antagonistes. Alors, je les ai pas présentés ici. On a commencé des travaux sur Brett et Eunos, mais en biofilm aussi. Alors, j'ai une collègue qui travaille beaucoup sur les biofilms, pardon, Eunos, faut que je fasse attention. Eunococcus honi, excusez-nous. Dans notre labo en Bourgogne, on l'appelle Eunos. J'ai une collègue qui travaille sur les biofilms d'Eunococcus honi pour performer la fermentation malolactique. Et donc, on voulait regarder si les biofilms d'Eunococcus pouvaient aussi avoir un effet sur l'implantation de Brettanomyces par rapport à la fermentation malolactique et un peu plus tard également. Donc, on a des effets positifs, mais il faut qu'on creuse encore l'effet. Et après, en biocontrôle, je pense que je te laisserai peut-être... oui, après... du coup, moi, j'ai un peu travaillé sur la bioprotection. Après, c'est plutôt les travaux qui ont été faits à Dijon qui ont montré que parfois, ça pouvait avoir un impact sur le développement de Brettanomyces, mais plutôt dans le mou. Mais finalement, est-ce que Brettanomyces se présente souvent dans les mous? Ça, c'est une autre question. C'est généralement quand il y a une grosse contamination par le matériel binaire, etc., que ça peut arriver, effectivement. La bioprotection, donc généralement, c'est Menschnikovia pulcherrima qui est la plus efficace, même si aussi il y a des mélanges avec Torulaspora deloriki qui peuvent limiter le développement. Mais je pense que la réflexion sur Malo est, voilà, je pense, plus importante parce que la problématique Brett est plus importante aussi. Donc, on avait des résultats encourageants. Il faut à la recherche entre vos questionnements, vos attentes et le pas de temps recherche est des fois un peu plus compliqué, mais on a déjà des choses qui sont d'intérêt. C'est une question. Je sais à quelle concentration d'acide lactique? On est à 10%. Avec un temps de 20 minutes. Et est-ce que vous pensez que le médicament est facile d'évoluer pour une nouvelle fois que alors, moi, je me méfie toujours du vivant et des micro-organismes qui peuvent tout faire. Après, il faut regarder ce qui n'est pas fait ici, et ça serait intéressant, c'est de savoir quel est le mécanisme, en fait, qui est mis en place, et si ce mécanisme inconditionné, c'est est-ce que la cible permet cet effet avec l'acide lactique
c'est un composé qui est produit. Donc, il y a une génétique derrière. Donc, ça, par contre, on l'a pas étudié encore à l'heure actuelle. Mais c'est pas une évolution sur la vie. On a des enjeux aussi. Difficile de répondre à cette question. C'est pas à l'instant T. Après, le pas de temps, bon, l'acide lactique, c'est quand même un composé qu'on retrouve toujours présent dans le vin. De toute façon, donc, si vraiment il devait y avoir une adaptation, il y aurait déjà des choses de commencer, puisque Brett est quand même déjà confronté à ce composé dans l'environnement. Le fait d'en mettre un peu plus, est-ce que ça peut traduire? Je ne voudrais pas vous donner de mauvais espoir, mais bon espoir, etc. Je vous en prie. Est-ce que vous avez testé les effets de l'augmentation de la température sur le parce qu'on disait peut-être qu'il y a avant c'était quoi l'équateur, à 50 degrés, est-ce qu'il y a un effet significatif de l'augmentation de la température? Alors, on n'a pas testé. Moi, j'avais déposé un projet sur justement le recensement de techniques de nettoyage des fûts pour essayer de prendre. Alors, on était plutôt sur la Bourgogne, bien entendu, mais après, on peut le faire dans n'importe quelle région. Le but, c'est de comprendre. Et alors, pareil, là, c'est peut-être une revendication. J'avais proposé un consortium de viticulteurs pour pouvoir justement échanger sur les techniques, voir celles qui étaient les plus utilisées et celles qui voulaient être testées. Et mon projet n'est pas passé. Donc du coup, voilà, c'est toujours pareil. Nous, on est un peu tributaire de ces choses-là, et si on n'a pas ces financements, je peux pas faire la petite scientifique universitaire malheureuse, mais effectivement, c'est quand même le cas. Et pourtant, ma perception était de se dire que ça avait un intérêt. Enfin, je pensais que ça avait un intérêt pour les professionnels, mais ça n'a pas été un choix. Mais ça serait vraiment intéressant de voir la vapeur. Je pense que la vapeur parce que dans la vapeur, il y a ce traitement thermique, mais il y a aussi un effet physique, si on peut le dire comme ça, qui doit être assez important pour les biofilms. Pascal Poupeau, qui a travaillé sur toutes les premières fois sur les biofilms, il a beaucoup testé, vous savez, la boule de caoutchouc à mettre dans les tuyaux, et il y a quand même des résultats d'intérêt pour casser le biofilm. Et dans les environnements d'habitation, des canalisations d'eau chaude, parfois il y a des nettoyages qui se font pour une autre problématique de biofilm qui est la légionellose. Et là encore, il y a du chimique et il y a de la vapeur d'eau avec qui est envoyée pour bien nettoyer les tuyaux et décoller les biofilms. Donc il y a un effet qui est potentiel mais qui n'a pas été testé. Oui. Aujourd'hui, il y a des de nettoyage de biofilms, on propose des actions à base de pénicilline. Est-ce que vous avez des informations dessus? Non, j'ai pas de recul par rapport à ça. Après, nous, on a essayé de caractériser, parce qu'en fait, chaque biofilm est différent en fonction du micro-organisme. Alors, la composition, il y a toujours des éléments type glucides, lipides et protéines, mais avec des variations, des niveaux différents. Et on avait commencé une caractérisation chimique du biofilm, justement, pour voir quelle était la composition et quels étaient les produits qui pouvaient être les plus intéressants pour essayer de les éliminer. Mais comme Brett ne fait pas des biofilms trop importants, la production de biofilms est difficile et on a du mal à avoir cette caractérisation. Mais ça va dans le sens. Par contre, les enzymes, il faut trouver et cibler. En fonction de la nature du biofilm, je pense qu'il faut quand même être assez précis sur les agents à utiliser, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes biofilms en termes de nature. J'ai vu une autre main levée. Non. Oui. Pardon.
Non. Est-ce que vous savez, dans le milieu médical, il y a des nouvelles innovations qui sont arrivées et qui pourraient vous aider C'est le traitement des surfaces, plus particulièrement pour les prothèses de hanches, de genoux ou autres, pour essayer d'avoir un film sur sur la prothèse ou aussi les os ou dans d'autres cas pour éviter l'adhésion, voire même pour l'empêcher et avoir une adhésion qui commence et qu'elle soit tout de suite éliminée. Donc ça, c'est dans le médical, il y a beaucoup de choses qui font comme ça et on a fait des observations sur des micro-organismes, on en parlait il n'y a pas très longtemps, qui sont capables de produire des vésicules qui peuvent servir de communication entre micro-organismes. Et ces vésicules pourraient avoir un intérêt pour éviter justement le développement de micro-organismes en direct, du vrai antagoniste, ou un empêcheur de faire un développement biofilm ou autre. Donc ça, c'est une autre piste. C'est des collègues avec qui je travaille qui ont regardé ça et on voudrait passer sur la voie biologique parce que c'est dans le domaine de la santé des produits. Donc le traitement de surface. Après, le problème du traitement de surface, c'est comme le vin, sans être un vrai aliment, voilà, on a toujours la problématique alcool pour être considéré comme un aliment, mais c'est quel type de produit on peut utiliser pour traiter les surfaces qui soient compatibles avec la consommation. Et ça, c'est une piste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, pour plus tard, c'est pas besoin. Alors,